Pour partir à la découverte du Spitzberg, mieux vaut s'habiller chaudement. Il fait froid aux confins de la Terre. La température moyenne annuelle est de -5 degrés. C'est une terre hostile qui compte peu d'animaux, pas d'arbres, pas de population indigène, de la glace, de la neige et des pierres, sinon rien. Mais cette équipe de chercheurs bien emmitouflés ne compte pas s'en tenir là. Depuis des siècles, l'île du Spitzberg ne cesse d'attirer les hommes. Ceux-là s'intéressent à ce qui se cache sous le manteau neigeux. L'île du Spitzberg fait partie de l'archipel du Svalbard, situé à mi-chemin entre le continent et le pôle Nord. Depuis près de 100 ans, il appartient à la Norvège. Les ours blancs y sont un peu plus nombreux que les hommes, environ 3000 contre 2900 humains. Des chiffres qu'il vaut mieux avoir en tête quand on part en excursion. Malte Jormann sait à quoi s'en tenir. Le mieux, c'est d'avoir une arme à l'avant et une autre à l'arrière. On est toujours responsable de celui qui suit et il faut se retourner régulièrement. Quand l'un s'arrête, toute la colonne s'arrête. Parti du siège de la compagnie minière à Longyearbyen, la principale agglomération de l'île, nous avons parcouru 60 km en longeant 2 vallées avant de gravir un glacier. Enfin, les premiers signes d'une présence humaine. Le bourdonnement d'une foreuse nous accueille. C'est une expérience inédite en Arctique qui a lieu ici, et nous serons les premiers à pouvoir en témoigner. Cet environnement désertique renferme une matière première qui fait vivre l'île depuis un siècle. Malte Jormann est géologue. C'est lui qui a calculé les coordonnées du gisement. À 600 mètres de profondeur, la colonne de forage est tombée sur de la houille, en plein dans le mille. On creuse en remontant le temps, c'est-à-dire qu'on passe des couches les plus récentes aux plus anciennes. On constate que les dépôts sont assez épais. Là, on a 10 mètres de tourbe, puis 1 mètre de charbon. Les conditions de travail sont rudes, avec des tempêtes de neige et de vent jusqu'en mai. La cabane de Roy Anders Carlson rappelle l'époque où l'île était un univers exclusivement masculin. Les premières femmes ne sont arrivées qu'en 1971. C'est beau ici, et on est au calme. Et il n'y a rien qui te manque? Non. On travaille ici 2 semaines, et puis on rentre à la maison pendant 2 semaines, et ainsi de suite. Donc ça va. Vous avez un sauna ici? Non, mais on a un jacuzzi. Je te le montrerai tout à l'heure si tu veux. Et voici le jacuzzi, un bassin qui sert à faire fondre la neige et que les hommes alimentent en eau très salée. Autrement, la colonne de forage risque de se figer, car le sous-sol de l'île est emprisonné dans le permafrost, une terre qui ne dégèle jamais. Aujourd'hui, cependant, la tâche est plutôt aisée. Tu considères qu'il fait beau aujourd'hui? Oui, c'est super. Il fait beau et chaud. Et sinon, tu peux nous décrire le temps qu'il fait d'habitude? Le pire, c'est quand il a fait -30 degrés et qu'il y avait beaucoup de vent. Il peut faire très froid là-haut. Entre le Spitzberg et le charbon, c'est une longue histoire et une affaire coûteuse. De nombreuses mines ont été fermées. Considéré comme une énergie du passé dans le reste du monde, le charbon reste d'actualité au Spitzberg, où il fait vivre une personne sur 2. Pendant que les géologues inspectent minutieusement les échantillons, les mineurs reprennent des forces au chaud, la glace ou le charbon. Ils ne voient rien d'autre. Vous avez déjà eu la visite d'un ours? Non, heureusement. Je touche du bois. Mais quand on vivait sur la côte ouest, un ours polaire s'était approché de notre bivouac. Ici, on est sur un glacier en altitude. En général, les ours restent près de la côte. Que feriez-vous en cas d'une visite surprise? On est équipé de fusils de chasse et de pistolets de détresse. On les utiliserait, j'imagine. Ou alors on resterait enfermé.
Cette excursion nous aura au moins appris une chose. Sous son blanc manteau, le Spitzberg dissimule un cœur noir. Elke Morgner est la compagne de Malte. Cette géographe vit au Spitzberg depuis 10 ans. Aujourd'hui, les femmes sont nombreuses sur l'île. Si la plupart sont actives dans la recherche, certaines ont investi des domaines longtemps réservés aux hommes. Elke dirige le service de prévention des avalanches de la Croix-Rouge. Une fois par semaine, elle se rend sur un plateau dans les environs de Longyearbyen en empruntant l'unique chemin d'accès. Elle a rendez-vous avec Rico Belke, qui travaille ici. Ensemble, ils doivent vérifier si la route est sûre. Idéalement situé et bénéficiant d'une atmosphère très pure, le plateau du Svolbard sert de téléport. Il abrite un parc d'antennes gigantesques qui réceptionne une grande partie des informations transmises par les satellites en orbite polaire. Aussi bien la NASA que l'Agence spatiale européenne y disposent d'installations propres. Elke commence par s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'avalanche. Nous nous trouvons au-dessus de la route d'accès, en amont des installations de protection par avalanche. Il y a quelques années, une avalanche a emporté un véhicule de taille assez conséquente ici. La mission n'est pas une partie de plaisir. Il faut creuser un trou d'un bon mètre de profondeur et d'une largeur de 3 mètres. La neige est dure comme du béton et les 2 chercheurs ne ménagent pas leurs efforts. S'ils ne transpirent pas, c'est que la température extérieure est de moins 28 degrés. De son œil expert, Elke repère immédiatement les couches de glace intermédiaires. Ce sont les points de rupture potentiels d'où des plaques de neige risquent de se détacher et former des avalanches. Si la Croix-Rouge estimait que c'est trop dangereux, la route serait fermée et on viendrait travailler en hélicoptère. Au Spitzberg, on peut éviter les avalanches, mais il est difficile d'échapper à l'ours blanc. Le roi de l'Arctique est omniprésent. Il accueille les clients des hôtels, tout comme les patients de l'hôpital. L'ours polaire accompagne les habitants de l'île du berceau jusqu'à la tombe et se glisse même dans les églises. Le plus grand et le plus dangereux des carnivores terrestres a accédé au rang de mascotte, tour à tour terrifiante, mignonne ou amusante. Même quand on tombe nez à nez avec un ours dans un supermarché, on ne tire pas, sauf en tout dernier recours. Toute personne amenée à se déplacer hors des limites sécurisées d'une agglomération doit savoir se servir d'une arme. Ce groupe d'étudiants en biologie marine n'échappe pas à la règle. La formation de tir est obligatoire et ne doit pas être prise à la légère. Chaque apprenti doit tirer ses 20 cartouches malgré les bleus à l'épaule. Silje Regdahl d'Oslo sait tirer, même si elle n'aime pas ça. Daniel Frese de Bremerhaven s'y colle pour la première fois. Les consignes sont en anglais, les tireurs viennent de partout dans le monde. En joue. Feu. Silje n'a pas la moindre intention d'abattre un ours un jour. Pourtant, c'est précisément ce qu'elle devra faire si la situation l'exige. Je tirerai sur un ours si vraiment je ne peux pas faire autrement. Et il faut tout faire pour ne pas se retrouver dans une situation où l'on est obligé d'utiliser son arme. C'est rassurant de savoir qu'on est en mesure de se défendre. Mais j'espère ne jamais me retrouver dans cette situation. Jukka Ikonen, le formateur, ne néglige aucun détail. Ses élèves l'écoutent attentivement. Ils sont tous au courant qu'un camp de vacances d'adolescents anglais a été attaqué par un ours affamé l'année précédente. Un jeune y a laissé la vie,
3 accompagnateurs ont été grièvement blessés. Visez la tête et le torse. Une légende dit que les balles n'arrivent pas à transpercer leur crâne. C'est faux. Tirez sur ces zones-là, vous toucherez un organe vital. Il est interdit de tirer si l'ours se trouve à plus de 30 mètres. La deuxième partie du stage s'effectue en combinaison de survie. Nagez toujours dans la direction du vent. On a vite fait de tomber d'un bateau ou d'une plaque de glace. En combinaison intégrale, les chances de survie sont démultipliées, même dans ces eaux glaciales. L'exercice se termine par une sorte de ronde aquatique. Passer une année au Spitzberg est un must pour tout biologiste marin. L'écosystème de la mer s'y observe mieux que nulle part ailleurs. Si lieu a le sourire, sa combinaison a tenu bon. Tu crois que tu pourrais rester dans l'eau plusieurs heures? Non, quoiqu'il ne faisait pas si froid. Mais quand on enlève ses gants, on est frigorifié. Heureusement que la combinaison est étanche. Pourquoi vous êtes-vous mis en cercle? On s'est accrochés les uns aux autres pour favoriser l'esprit de groupe. Le jardin d'enfants a pignon sur rue dans l'artère principale de Longyearbyen. Il en existe 2 autres pour à peine 2000 habitants. Ce ne sont pas les moins 18 degrés de ce début de printemps qui vont empêcher les petits vikings de batifoler dans la neige. Mais le climat impose tout de même quelques règles. À partir de moins 30 degrés, les activités extérieures sont limitées à 15 minutes maximum, contre 2 heures en temps normal. C'est le vent surtout qui est dangereux, parce qu'il provoque les engelures. Le froid, Mona Abrahamsen, la directrice, sait comment l'apprivoiser. Pour se protéger du froid, est-ce que tu peux nous conseiller des crèmes spéciales pour la peau? Non, je ne sais pas. Il existe sûrement plein de nouvelles crèmes différentes pour la peau. L'important, c'est de bien se couvrir. Avec de la laine, par exemple. Comme ça. On peut utiliser ça pour les joues. Comme ça. Et quand il y a beaucoup de vent... Tu as oublié quelque chose. Et voilà. Quand il fait froid et qu'il y a beaucoup de vent, voilà à quoi je ressemble. Mercredi, c'est jour de promenade à l'extérieur de la ville. Ici, le ski se pratique à l'ancienne, sans remonte-pente, même quand on n'a que 4 ans. Atle Husbu est armé. Il est très surprenant de voir un éducateur avec un fusil sur l'épaule accompagné des enfants. Quand on part pour une grande randonnée loin de la ville, il y a toujours un adulte chargé de guetter l'arrivée d'ours polaires. Aujourd'hui, on ne va pas trop s'éloigner et la vue est dégagée. Donc, 2 adultes suffisent pour accompagner 10 enfants. Au Spitzberg, l'automobile n'est pas reine. Comment pourrait-il en être autrement avec un réseau routier de quelques dizaines de kilomètres à peine? Presque au bout de l'une de ces routes, à 10 km de la ville, nous avons rendez-vous avec Tommy et Janne, qui vivent ici avec leurs 2 enfants et leurs 12 chiens. Tommy travaille comme cordiste sur une plateforme pétrolière où il passe 2 semaines d'affilée par mois. Janne est docteur en biologie marine et enseigne à l'UNIS, l'université du Spitzberg.
Quand on habite une grande ville, il faut mettre toute une organisation en place pour déposer les enfants au jardin d'enfants avant d'aller au travail. Ici, même s'il fait plus froid, la vie est beaucoup plus simple. Tommy et Janne mènent une vie simple, à l'écart, et ils apprécient de pouvoir atteler leur chien de traîneau à tout moment pour s'évader dans la nature. Les chiens sont la grande passion du couple. Ils se rendent régulièrement en Laponie pour participer à des courses de plusieurs centaines de kilomètres. Ils ont fabriqué eux-mêmes leurs traîneaux, quelques planches de contreplaqué montées sur des patins et un pare-brise pour se protéger du vent. Le petit Gente peut profiter de la balade en toute sécurité et apprend comment diriger une meute de chiens. Qu'est-ce que tu préfères, l'hiver comme en ce moment ou le court été arctique? Je préfère l'hiver, pour les aurores boréales. Mais quand il fait très sombre, les hivers peuvent être difficiles, en particulier pour les enfants. Il peut y avoir de fortes tempêtes et des jours sans lumière diurne. Il est alors déconseillé de laisser sortir les enfants. Le soir, le vent se lève et balaie les rues du quartier étudiant de Nuubun. Une chambre se loue à environ 400 €. De quoi grever le budget des étudiants dont la bourse n'excède pas les 1 000 €. Dans ces conditions, mieux vaut mutualiser les moyens. Après le stage de survie en milieu polaire, le groupe s'octroie un peu de réconfort. Seuls les étudiants en dernier cycle peuvent passer une année au Spitzberg. Qu'est-ce qu'on mange quand on est étudiant au Svalbard? Plein de choses différentes. La nourriture est très chère ici, surtout la viande. Mais il suffit d'être un peu créatif. Aujourd'hui, on mange des boulettes de viande. Sans œufs? Oui, on a oublié d'en acheter. En bonne norvégienne, j'ai tout simplement remplacé les œufs par des pommes de terre. Vous savez, en Norvège, on mange des patates à toutes les sauces. Luc et Bastian viennent des Pays-Bas, Silje de Norvège, Sarah des États-Unis, Alex de Grande-Bretagne. Tous ont un rapport très personnel au Spitzberg. Je suis ici parce que je suis passionnée de biologie marine et que c'est le meilleur endroit au monde pour étudier la mer. Le pôle Nord et le pôle Sud sont des endroits qui m'attirent énormément. Le climat de l'extrême rend cette partie du globe unique en termes de biodiversité. C'est la 5e fois que je viens au Svalbard. Je suis venue la première fois en 2010 et je suis tombée amoureuse de cet endroit. Depuis, je ne cesse d'y revenir. J'aime pouvoir sortir, marcher une centaine de mètres et avoir le sentiment d'être seul au monde. On se sent englouti par la nature. C'est aussi un peu effrayant. La seule chose qui me dérange, c'est l'histoire des armes. Du coup, sans fusil, on est un peu coincé en ville. Et même armé, on n'est jamais très rassuré quand on part dans la nature. Il fait très très froid. Quand c'est une journée calme, ça passe encore. Mais quand le vent souffle, c'est rude. Ça te transperce. L'été est de retour au Spitzberg.
La preuve, le camping le plus septentrional du monde a rouvert ses portes. Il n'y a de la neige qu'au-delà de 500 mètres d'altitude. L'herbe à coton pare de touches blanches, le sol dégelé en surface. Partout ailleurs, le paysage se décline en nuances de brun. Les motoneiges sont en vacances, les routes sont à nouveau praticables. Nous prenons des nouvelles de Tommy et de sa famille qui profitent à leur manière du court été arctique. Les chiens ont besoin d'exercice, d'autant que l'absence de neige les prive de grandes sorties. Vous êtes prêts? C'est parti! L'attelage n'a aucun mal à tracter les 3 tonnes de tôle le long de la route qui mène à Longyearbyen. La conduite à droite leur pose encore quelques problèmes, mais c'est un détail. Sur terrain plat, les chiens atteignent tout de même la vitesse respectable de 18 km/h. Le lendemain, nous embarquons à bord du Langeisund, qui doit nous emmener au pied du glacier Nordenskjöld et dans l'ancienne cité minière de Pyramiden. La plupart des passagers seront de retour à Longyearbyen dès ce soir. Pour notre part, nous allons suivre un guide expérimenté, le spécialiste de géologie polaire, Karsten Pipion. Sarah Gerhards, globe-trotteuse belge, est également du voyage. Stein, le steward en chef, explique le fonctionnement de la combinaison de survie, au cas où le ferry, millésime 1954, devait couler. Si vous êtes obligé de sauter à l'eau, croisez vos bras comme ceci, ok? Par une température estivale de 8 degrés, nous remontons le fjord en direction du nord-ouest, toujours en longeant la côte. Jusqu'à ce que surgisse devant nous un mur de glace de 350 mètres de haut, le glacier Nordenskjöld. C'est le moment de préparer un cocktail avec les blocs de glace à la dérive. Les glaciers sont constitués d'eau douce, une eau très ancienne et très pure. Cette glace a près de 4900 ans. Elle ne contient presque plus de bulles d'air. Prenez un verre et écoutez-la se détendre. Elle vous racontera son histoire. L'âge est très approximatif, mais pourquoi faire la fine bouche quand on profite d'une vue aussi exceptionnelle, un verre à la main? Il ne faut en aucun cas s'approcher du glacier. Parfois, des blocs de glace peuvent se détacher. Ce n'est pas aussi impressionnant qu'au Groenland, mais ça suffit pour faire chavirer un kayak ou un petit bateau. De l'autre côté de la baie, la cité minière abandonnée de Pyramiden nous attend. Pendant 70 ans, les Russes y ont exploité le charbon. Karsten Pipion est un habitué des lieux. Il a déjà mené des dizaines d'expéditions au Spitzberg. La colonie compte encore quelques occupants russes. La vodka y est bon marché, pour le reste, mieux vaut venir équipé. Si les Russes ont pu s'installer ici, c'est parce qu'ils ont signé le traité du Svolbard. Cet accord de 1920 autorise tout signataire à exploiter les ressources naturelles de l'archipel. Mais la mine a été fermée il y a 15 ans. La fin de l'Union soviétique a sonné le glas de ce qui devait être une colonie modèle du socialisme au cœur de l'Arctique. Seule reste la montagne qui lui a donné son nom. On compte maintenant 5 randonneurs, dont 3 géologues.
Ils traversent cette cité fantomatique qui comptait autrefois plus de 1000 habitants. Sur le trajet vers la vallée de Moomin, Karsten nous dévoile les trésors secrets de l'Arctique. La végétation est fragile. Un faux pas et on a vite fait d'écraser le plus petit arbre du monde. Voici un saule polaire. Tout ça, c'est une seule plante. Contrairement aux arbres de chez nous qui poussent en hauteur avec un tronc central, cette plante pousse en tapissant le sol. Si on creusait un peu, on tomberait sur des petites branches. De cette manière, elle est protégée du vent et du froid. C'est un bel exemple d'adaptation à l'environnement. Après quelques heures de marche, nous atteignions la vallée de Moomin. Le lit de la rivière est à sec en été. Après quelques recherches, Karsten tombe sur les premières traces d'un passé très lointain. C'est un fossile de corail. Actuellement, les coraux les plus septentrionaux se trouvent en mer Rouge. C'est donc en aucun cas ils n'ont pu pousser ici à proximité des glaciers. Il existe donc deux hypothèses. Ou bien la Terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, ou bien le Svalbard était situé ailleurs. Et en effet, en 600 millions d'années, il a énormément dérivé. Il est parti du pôle sud, a traversé l'équateur et les tropiques, et se retrouve maintenant ici. Ces coraux datent d'environ 340 millions d'années. À cette époque, le Svalbard se trouvait à peu près à la hauteur des Bahamas. Autant dire qu'on pourrait être en train de boire une caipirinha plutôt que de geler sur place. D'autres fossiles trouvés sur le rivage viennent conforter l'hypothèse. Il y a 300 millions d'années, une forêt bordait la rivière. Il s'agit probablement de la plus ancienne forêt du monde. Pyramiden n'a pas d'église, mais la vodka y a sa chapelle, érigée au milieu des années 1980 par les mineurs, à l'aide de bouteilles consciencieusement vidées. Depuis quelques années, la société russe qui gère le site tente de le faire revivre. Un hôtel y a même rouvert ses portes récemment. Les touristes peuvent venir admirer la statue de Lénine la plus septentrionale au monde. Ce n'est pas le charbon qui manque ici, et même les promenades de bois peuvent être chauffées. Au cours de la randonnée, nous avons constamment été sur nos gardes. Les régions côtières sont le fief des ours blancs, une espèce particulièrement curieuse. On s'est trouvé confronté une fois à une ours et son petit qui refusaient de décamper. C'était dans le nord-est de l'île et ils ont assiégé notre camp pendant une semaine. On a fini par vivre en bon voisinage et on les a baptisés Hertha et Heinrich. Mais on était obligé de faire des tours de garde, ce qui ne nous arrive jamais. Les images filmées par Karsten donnent une idée de la promiscuité. Lorsque Hertha fourre son museau dans le garde-manger, un simple tir de sommation avec le pistolet de détresse suffit pour la chasser. Mais le duo restera à proximité du camp. Il y a eu un matin une scène incroyable. On a vu un phoque dériver sur un bloc de glace. Hertha, la maman, l'a suivi. Mais contrairement à la technique de nage habituelle des ours, elle ne sortait pas la tête de l'eau pour que le phoque ne repère pas ses yeux et son nez noir. On voyait uniquement son derrière qui ressemblait à s'y méprendre à un bloc de glace. Juste avant d'arriver au but, elle a plongé. On n'en revenait pas. Quelques secondes plus tard, on l'a vu surgir dans le dos du phoque.
Elle est montée sur la plaque, les deux sont tombés à l'eau, ils se sont battus, et quelques instants après, le phoque était mort. Et mère et fils avaient de nouveau de quoi manger. Il est temps de faire nos adieux à la cité fantôme de Pyramiden. Personne ne sait si les Russes y exploiteront à nouveau la houille un jour. Mais Karsten reviendra, c'est certain. Nous revenons à Longyearbyen pendant la nuit polaire. Elle commence mi-novembre et se prolonge jusqu'à la mi-janvier. 2 mois de nuit continue qui perturbent les organismes. Les rennes ont trouvé la parade. Ils n'ont pas d'horloge biologique. Il en va autrement pour les humains, obligés de garder leur rythme. Malte, le géologue, et Elke, la spécialiste des avalanches, vivent depuis 10 ans au Spitzberg et sont rodés à ces particularités. Nous sommes en début de soirée, mais il pourrait tout aussi bien être midi. Quelles sont vos stratégies pour supporter l'obscurité? Dormir. C'est vrai. Et l'huile de foie de morue comme les Norvégiens. Une cuillerée tous les matins. Je préfère le vin. C'est vrai, ça lui suffit. À part ça, du café le matin pour démarrer, beaucoup de lumière, se coucher tôt et s'occuper. À cette période, la vie sociale bat son plein. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais même l'hiver le plus sombre finit par s'éclaircir. Le soleil brille déjà derrière les montagnes et diffuse une lumière douce à l'horizon. Puis, fin janvier, les jours rallongent sensiblement. Les contours du paysage commencent à se redessiner. L'Isfjord, le fjord des glaces, ne mérite plus son nom depuis bien longtemps. La vapeur qui s'en dégage en cette saison est le fruit de la rencontre entre les eaux chaudes du Gulf Stream et l'air polaire. Quand la météo le permet, on s'évade enfin des appartements exigus pour reprendre contact avec la nature. Encaissé au fond de la vallée, Longyearbyen passe une grande partie de l'année à l'ombre. Les jeunes de la ville ont pour tradition de partir à la rencontre du soleil le 16 février. Malte, s'agit-il d'une randonnée comme une autre? Non, aujourd'hui nous allons voir le soleil. On l'espère, ça dépendra des nuages. Depuis quand ne l'avez-vous pas vu dans la vallée? On ne l'a pas vu depuis fin octobre. Mi-octobre même. C'est vrai. Ça va donc faire 4 mois. Le sommet du Trollsteinen est là-bas. Il doit rester 500 mètres. Et verrons-nous le soleil? C'est mal parti, avec ces nuages qui viennent de l'ouest. Mais avec un peu de chance, il y aura une trouée. Le sommet est au bout de la crête. Ça ne s'annonce pas très bien, non? Non. Il a même commencé à neiger. C'est dommage. En bon géologue, Malte se met immédiatement à gratter la neige du sommet pour examiner la roche. Où est le soleil? Là-bas! Là-bas, derrière les nuages. Il y a une montagne là, l'autre là, et au milieu, c'est le soleil. Au soleil!
Mais le soleil ne se montre pas. On sait qu'il est là. Pour le retour officiel de l'astre solaire, il faut attendre le 8 mars. Ce matin-là, la lune brille, une belle journée s'annonce. Comme tous les matins, Malte enfourche son VTT à pneus cloutés et file vers la vallée. De l'autre côté du fjord, le soleil brille déjà depuis plusieurs semaines, mais peu importe. La tradition, c'est la tradition. Peu avant midi, les enfants de tous âges convergent vers le lieu de rendez-vous. L'invité d'honneur daignera-t-il se montrer? Depuis 2005, le soleil se cache systématiquement en ce jour symbolique. Pour les plus jeunes, comme les deux fils de Tommy et Janne, ce serait une première. Ce modeste escalier en bois, sur lequel la petite Cyrille se voit remettre le prix du plus beau dessin solaire, est au centre de l'attention. On dit que le soleil est officiellement de retour lorsque ses rayons illuminent les marches. Tout le monde se rassemble là où se trouvaient les marches de l'ancien hôpital. Avant, on disait que si quelqu'un se tenait sur ces marches après tout un hiver passé à l'hôpital, il allait guérir. Le retour du soleil dans la vallée est un événement heureux. Mais les habitants ont beau l'appeler, le soleil snobe la vallée. Quelqu'un a dû se tromper dans ses calculs. Les enfants sont pressés de rentrer au chaud. Puis soudain, avec un quart d'heure de retard, il apparaît. C'est une explosion de joie. Il fait moins 28 degrés et le printemps est solennellement lancé. Le voilà. C'est un sentiment fantastique. Nous n'avons pas vu le soleil depuis de longs mois. Les gens pensent qu'on ne peut rien faire en hiver parce qu'il fait nuit. Mais c'est faux. En hiver, notre soleil, c'est la pleine lune. Et avec la neige, le paysage se dessine très nettement au moindre rayon de lumière. On voit très bien. Il suffit de sortir de la ville. L'hiver arctique souffre d'une mauvaise réputation parfaitement injuste. Pour certains, même Longyearbyen, ses 2000 habitants et autant de motoneiges, représentent déjà trop d'animation. Nous poursuivons notre découverte du Spitzberg et partons à la rencontre d'un drôle d'équipage figé dans la glace. Après 2 heures de route, nous arrivons au Templefjord, qui en ce début de mars porte encore son épaisse armure de glace. Au loin, nous apercevons notre destination du jour, un ancien bateau-phare volontairement immobilisé dans les glaces. Car le Norderlicht est un bateau-hôtel avec capitaine, bareuse et cuisinière qui sert de camp de base en hiver pour les expéditions arctiques. Les visiteurs sont les bienvenus. Café et viennoiseries les attendent. Maike Runefelt est bareuse. C'est elle qui a mené la goélette jusqu'ici au début de l'hiver. Et c'est elle qui s'assure tous les jours que la couche de glace ne pose pas de risque à l'équipage et aux clients. Autrefois, les navires en bois qui restaient sur l'eau en hiver couraient le risque d'être écrasés par la banquise. Mais la coque du Norderlicht est en acier.
La glace est bien épaisse. C'est une bonne chose puisque ça permet au bateau de rester stable en cas de tempête, quand la mer est agitée. On a du mal à imaginer qu'une couche aussi épaisse puisse céder. 48 cm. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre ici? J'aime recevoir du monde. C'est sympa d'avoir des gens qui passent la nuit à bord. Récemment, le vent était glacial et il faisait moins 25 degrés. Les randonneurs sont ravis d'être accueillis avec un bol de soupe chaude. Ça leur permet de se réchauffer et de reprendre des forces. Le ventre du bateau est le royaume de Jackie, qui est sur le point d'enfourner une tarte garnie de pommes importées des Pays-Bas. Elle a cuisiné pendant 20 ans pour des équipes de films à Amsterdam et savoure maintenant la solitude. J'adore les rennes, que ce soit dans la nature ou dans mon assiette. J'ai vu des ours polaires l'année dernière et il y a 2 ans. Cette année, ils n'ont pas encore montré le bout de leur museau, mais ça va venir, j'espère. Après une tasse de café et une pâtisserie, les clients de Jackie repartiront affronter le froid et les 2 heures de motoneige jusqu'à Longyearbyen. Une balade du dimanche comme on les aime en Arctique. Sur ce mât, un drapeau néerlandais figé par le froid. Une façon de rappeler les origines de William Barents, qui a donné son nom il y a 400 ans à l'une des îles de l'archipel et à la mer qui l'entoure. Maaike ne regrette pas d'avoir suivi ses traces. Le calme fait ressortir la beauté du lieu. C'est incroyable que des paysages aussi monotones puissent être aussi fascinants. Il y a 3 couleurs prédominantes, le blanc, le gris et le noir. Et malgré cela, on ne s'en lasse jamais.